Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et ceci est l'épisode hebdomadaire. Cette semaine, on discute en fait d'un sujet un peu plus différent. On va se demander si ça vaut encore la peine pour les jeunes pilotes de passer par la Formule 1 pour avoir du succès, sachant maintenant que il y a d'autres catégories qui commencent à reprendre du lustre et on voit un mouvement jeunesse. Alors pour en parler, j'ai une des meilleures personnes pour en parler, c'est Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va bien. Super. Je sais qu'il fait un peu froid, mais on est prêt comme toujours. Alors, évidemment, le sujet, je vais le dire tout de suite, j'ai pas tant été inspiré cette semaine, essayer de trouver un sujet de discussion, mais on sait que on sait maintenant qu'on connaît maintenant les pilotes de 2022, on en a parlé lors des 2 derniers épisodes de la balado, à savoir que c'est Guan Yu Zhou qui va remplacer Antonio Giovinazzi chez Alfa Romeo l'année prochaine. Évidemment, pour Giovinazzi, c'est une carrière en Formule 1 qui s'arrête probablement, mais qui n'a pas décollé comme on l'espérait, surtout dans son parcours de vice-champion en GP2/Formule 2. Et évidemment, il y a aussi d'autres jeunes talents, comme par exemple Callum Ilott, Christian Lundgaard, ou bien même Nick De Vries, qui ont du succès ailleurs. Et justement, c'est un peu le sujet dans lequel je voulais m'amener. Est-ce que c'est encore pertinent pour les jeunes pilotes de se focuser sur la Formule 1 entièrement? Alors, Ana Maria, et je sais que toi, tu as une très bonne capacité à voir aussi les pilotes dans d'autres catégories. Donc, je me disais, est-ce qu'en général, la Formule 1 est encore l'Eldorado pour les jeunes pilotes de nos jours? Mais il y a quelque chose. C'est sûr que la Formule 1 pour tous les pilotes, c'est comme les rêves ultimes. Mm-hmm. Tout le monde y a son souhait d'aller à la Formule 1. Ils sont dans des petites catégories et en train de penser juste un jour arriver à la Formule 1. Mais les problèmes de quelques pilotes qui ils sont très bons, c'est juste ça, ils mettent trop le focus sur la Formule 1. Ils ne regardent pas les autres catégories parce qu'ils peuvent avoir des succès ailleurs. Et après, ils peuvent dire, ah non, c'est pas trop intéressant, je suis mieux ici. Et c'est sûr que ce que j'ai dit comme Giovinazzi, oui, maintenant, lui a un volant, il va à la Formule 1, mais avant ça, lui était sous-champion à Formule 2, Mm-hmm. et GP2, que c'était avant les GP2. Mais il est resté un peu dehors jusqu'à que Ferrari encore allait le chercher. Après que Leclerc est devenu le pilote Ferrari, il y avait besoin de quelqu'un pour combler les postes à Alfa Romeo. Mm-hmm. Mais c'est ça ce que j'ai dit. Lui était un peu dessous de la Formule 1. Il disait que c'est juste de l'argent, mais il faut comprendre que il juste 10 équipes. Mm-hmm. Il juste ben auto, ben pilote qui peut arriver là. Après ça, est-ce que ça coûte cher? Oui. Est-ce qu'il faut penser que tu as besoin juste de talent? Mais c'est ça. Pour avoir des... J'ai dit toujours,
pour prouver que tu as des talents comme pilote, il faut de l'argent. Ouais. Parce que si tu n'as pas l'auto, si tu n'as pas une équipe derrière toi, ça ne marche pas. Il y a même des très bons pilotes qui ont des talents. Pourtant, ils ne sont pas capables d'arriver. C'est pas juste parce qu'ils ne sont pas talentueux. Et des fois, ils rentrent une petite équipe parce que si tu vois à F2, des fois, il est plus diversifié, mais avant, la F3, c'est juste des prémas. Depuis 2013, 2014, c'est juste des pilotes de prémas qui gagnaient les championnats. Ouais. À partir de là, il faut avoir une idée que, oui, tu peux critiquer que tal et qual, il y a beaucoup d'argent, il est arrivé, mais ils ont besoin de l'aide. Ouais. Et c'est ça, si tu vois que tu n'as pas tous les bagages derrière pour aller, mais il y a plein de catégories. Exact. Parce que, et c'est ça que je disais à plusieurs reprises aussi, la Formule 1, certes, c'est le rêve ultime, mais ce n'est pas nécessairement une obligation de passer par là pour devenir un excellent pilote. Parce que, comme Romain Grosjean le disait il y a de cela quelques mois, je pense, avant la course à Laguna Seca, il disait, moi, je préfère être dans une série où je peux me battre pour des victoires et même pour le championnat que d'aller en Formule 1 et de m'assurer de terminer tout le temps en arrière du peloton. Alors, il y a ça aussi. C'est ça. Et pour moi, ce que je trouve dommage, c'est que des pilotes qui disent ça, après rester longtemps en Formule 1, c'est pas non plus quelque chose de cohérent parce qu'il y a resté quand même. C'est ça qui me dérange un petit peu. Qui des pilotes comme Nelson Piquet Jr., comme Di Grassi passe son temps comment dirais, à chalet de la F1. Pourtant, lui était là, il a eu son opportunité. C'est pareil pour Grosjean. Oui, je comprends. Lui, il dit que maintenant il va se battre pour des victoires. Oui, mais quand même, il disait pas ça quand il était à Lotus. Ouais. Oui, ils sont très confortables quand ils sont là. Les seuls pilotes que j'ai jamais vu pourtant critiquer la Formule 1, c'est Marcus Ericsson. Lui, maintenant, il fait une très belle carrière à IndyCar, mais il ne critique pas la F1. C'est des pilotes qui, ça va très bien et qui a quand même amené quelque chose, amené des sponsors à la F1. Aussi, tu vois Sébastien Buemi. Ouais. Et il a une belle carrière. Et combien de fois il a gagné la 24 Le Mans? Ouais. Trois fois peut-être. Ouais. Il a gagné au moins 3 championnats. Et lui, il a eu son opportunité en Formule 1. Il restait avec Red Bull quand même. Encore, il reste avec Red Bull. Mais dans des autres catégories. Mais lui, il critique pas la Formule 1. Parce qu'il a encore un pied en Formule 1 avec Red Bull comme pilote de réserve, oui, pilote mais de simulateur. C'est un pilote qui vient apprécier ça parce que lui, quand tous les pilotes Red Bull chialaient, il dit, mais pourtant, ils nous ont donné beaucoup de choses. C'est merci à Red Bull que encore je suis là. Et encore là, bon... Buemi, on parle de Buemi. Il a remporté non seulement les 24 heures du Mans, mais aussi il est champion en Formule électrique. Bon, il aurait pu être double champion UTT de Montréal. mais oui, écoute, je connais tellement de pilotes qui sont passés par la Formule 1 qui
qui sont passés inaperçus ou qui ont été Oui. connus pour de mauvaises raisons et qui sont partis ailleurs et sont devenus très bons. Je prends l'exemple de Kazuki Nakajima, qui est un pilote un peu comme Takuma Sato avec Honda, un pilote issu de Toyota. Il a piloté chez Williams avec un moteur Toyota, puis ensuite est passé en endurance lorsque Toyota, disons, est revenu dans le programme, dans le tout nouveau championnat du monde d'endurance, si on peut dire. Et regarde, il a eu beaucoup de succès avec l'équipe. Il est champion du monde d'endurance. Il a remporté les 24 heures du Mans. Bon, là, il va passer à autre chose aussi. Mais Nakajima a connu une excellente carrière en endurance, un peu comme son compatriote Kamui Kobayashi. Oui, il a obtenu son podium au Japon, son seul podium d'ailleurs au Japon en 2012. Et c'était une carrière je dirais pas correcte, c'était une bonne carrière pour Kobayashi, mais je pense que je le considère plus un meilleur pilote d'endurance que de Formule 1, même s'il nous a offert de superbes performances au cours de sa carrière. Oui, et tu vois les meilleurs exemples, je parle encore de Alex Palou, qui Oui. vient d'être champion d'IndyCar. Je te disais, lui, je le connais depuis 2014 à peu près. Mhm. Il était un pilote en Formula 3 et après ça, il n'y avait pas trop comme... Ben lui, il a des talents. Il vient d'être champion d'IndyCar, mais il n'y avait pas comme les gros sponsors, beaucoup d'argent, Mhm. et qui se retrouvaient en Super Formula japonaise. Ouais. Il n'y avait même pas l'espoir d'avoir tous les points pour aller à la Formule 1 parce que pour ça, on avait besoin beaucoup. Mhm. Pas juste les points de la super licence, mais aussi un bon sponsor pour arriver à Formula 2. Et lui, il disait, je vais être un pilote professionnel. J'étais jeune. Il disait, je vais être un pilote professionnel, peu importe la catégorie. Il n'y a pas juste focusé sur la Formule 1, parce que si les gens ils mettent juste qui veulent la Formule 1, tout se ferme. Et j'ai parlé la semaine passée aussi avec, tu sais, les pilotes qui viennent de gagner la F4 Mhm. US, c'est Noël Léon. Ouais. Oui, Noël C'est Léon, tout. ouais. Noël Léon, c'est un Mexicain. Et c'est ça, on parlait de ça, qu'est-ce qu'il pense faire, parce que maintenant, lui est champion de Formula 4, il commence à avoir les points pour... Il fait les chemins pour aller à la Formule 1, mais si lui, il veut, il commence à avoir des points au moins. Ouais. Et lui, il disait, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas juste de moi. Oui. Et mon talent, il y a les sponsors à côté. Et lui, il se met non plus dans la tête que son gros rêve, c'est la Formule 1. Il dit, ben, peut-être c'est la IndyCar, comment ça s'appelle? La Indy Indy Light. Il y a la Indy Light. Et lui aussi, il fait des courses de NASCAR. Ah, ok. Donc, lui, il participe aussi à des courses en Des même courses de temps. NASCAR en Mexique. Ok. Et qu'il essaye les choses. Il dit, ben, il travaille, il fait pas les portes, il attend qu'il va arriver. Mais je trouve que c'est bien parce que c'est un pilote très jeune. Il se fait pas les portes, il se met pas juste dans la tête qu'il va être le prochain Sergio Pérez. Lui a juste envie de continuer à faire la course. Oui, non, mais c'est ça. Je trouve ça intéressant, son programme. Évidemment, j'en ai parlé, je pense, une ou deux fois. Je l'ai vu aussi un peu en action aussi. Mais je remarque personnellement, et tu me corrigeras si je me trompe, mais le système au open wheel
en Amérique du Nord est un peu difficile parce que, évidemment, on parle d'avoir quelqu'un en Formule 1, mais c'est plus facile de passer vers la Formule USF 2000. Ensuite, disons le Road to Indy avec le USF 2000, l'Indy Lights et ensuite l'IndyCar que de passer par le système nord-américain qui est sanctionné par la FIA, dont justement la Formule 4 US, la Formule Regional Americas qui est, disons, la Formule 3 régionale ici en Amérique du Nord. Donc, pour quelqu'un qui, par exemple, veut faire le chemin en Formule 1, je prends en exemple Logan Sargent, qui a été signé chez Williams comme pilote de réserve et de développement. Ben, lui, il a dû aller en Europe pour se parfaire, alors que, par exemple, des pilotes qui veulent passer par la Formule 1 ou tout ça, par exemple, faire le saut de Formule 3 régionale vers la Formule 2 directement, je dis pas impossible, mais c'est très peu probable parce que le système, je trouve, il est un peu brisé. Donc, t'aurais plus de chances de passer par le Road to Indy ou bien même te servir de l'IndyCar pour te permettre de te rendre en Formule 1. Et c'est justement le point où je veux en venir avec l'IndyCar. Tu parlais d'Alex Palou. Il mène justement cette fameuse vague de ce mouvement jeunesse avec Colton Herta, Pato O'Ward, Rinus VeeKay, et on parlait aussi de Romain Grosjean, mais tu vois, t'as des Romain Grosjean, Jimmy Johnson, Scott McLaughlin, qui sont des pilotes qui ont eu de bonnes carrières dans leur catégorie. Bon, Grosjean, du podium en Formule 1. Jimmy Johnson est un septuple vainqueur de la Cup Series en NASCAR. Et McLaughlin a gagné 3 fois le V8 Supercars en Australie. Alors, ils viennent en IndyCar parce que ils veulent un nouveau défi. C'est pas quelque chose... Et dans la réalité d'aujourd'hui, s'ils disaient je voudrais aller en Formule 1, ce serait hyper compliqué. Et là, je prends l'exemple de Johnson, qui est le pilote le plus âgé du plateau à 46 ans, mais il a du fun et c'est une adaptation de passer du stock car à l'IndyCar. C'est quelque chose qu'il n'a jamais fait. Alors, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir une belle sélection de pilotes autant jeunes qu'expérimentés dans d'autres catégories qui viennent s'essayer en IndyCar. Et ajoute à ça Callum Ilott et Christian Lundgaard qui vont aller en IndyCar à temps plein dès l'année prochaine. Ilott, parce que lui, je pense qu'il lui a manqué il avait le potentiel, mais je crois que tu vois toutes ces histoires d'argent. Mais oui, il n'y avait pas la place pour lui, c'est ça. C'est ça, exact. Puis ajoute à ça, par exemple, un Kyle Kirkwood qui a été exceptionnel en Indy Lights en 2021, qui lui a un pilote Andretti, mais qui s'en va chez AJ Foyt à temps plein, heureusement, sinon il n'aurait pas eu de volant. Et ajoute à ça Nico Hülkenberg qui avait fait un test, je pense après le Grand Prix des États-Unis, si je me souviens bien, à Barber oui, c'est ça, c'était à Barber, mais qui finalement a refusé. Ajoute à ça Stoffel Van Dorn et Nick De Vries qui vont faire des essais à Sebring en Floride au début du mois de décembre. Il y a Tatiana aussi on pas encore de nouvelles, mais... Donc, ajoute à ça Tatiana Calderon aussi. Donc, tu vois, l'IndyCar commence à être une place de choix pour les jeunes pilotes et aussi pour ceux qui sont à la recherche de nouveaux défis parce que c'est plus accessible que la Formule 1. La Formule 1, c'est beaucoup plus sélectif. Oui, c'est que maintenant je pense que les fonds que les pilotes trouvent à la IndyCar es que au moins là
il peut se battre, il peut avoir des victoires, il peut faire une bonne course et dire oui, j'ai quelque chose, pas comme en Formule 1, parce que si tu es dans un as, tu sais qu'est-ce qui se passe à chaque course. Hein? Mhm. Il y a rien qui se passe, juste faire, j'ai dit, ils sont les figurants qui remplissent la grille de Formule 1 parce que ils ont rien, on peut pas se battre pour rien, c'est ça. À la place que à la IndyCar, il peut avoir une victoire Mhm. si est très bon pilote, ça échappe pas à personne. Et tu vois, ça devient intéressant avant les pilotes qui étaient au moins à l'IndyCar et étaient moins payés aussi. Ils pouvaient passer à la Formule 1 après avoir l'expérience à IndyCar. Et je ne sais pas si tu connais l'histoire de Juan Pablo Montoya. Oui, oui. Lui était pilote, lui était à Williams. Mhm. Lui était les pilotes comme de De- réserve de l'école des jeunes pilotes de Williams. Lui était coincé là à faire des tests, à aller à les circuits juste pour Faire des tous essais. ces développements et lui commençait cette année. Ouais. Finalement, un jour Ganassi te a lo cherché y a dit est-ce que ça t'intéresse venir faire au moins une saison de IndyCar? Et lui, la seule chose qu'il dit, oui, il faut demander la permission à William, mais je m'en vais tout de suite. C'est ça. C'est là que ouais, Williams, il l'a laissé aller parce que lui était avec Williams, il l'a laissé aller à IndyCar. Et tu vois qu'est-ce qui s'est passé. Lui, il vient à l'IndyCar, il gagne le championnat, il gagne l'Indy 500, et tout aussi, et Williams, il l'a ramené, il a dit, OK, maintenant, il a donné son volant. Mais si c'est pas pour ça, peut-être il aurait resté coincé là. Ben ouais, parce que Montoya était une bête en 99 et en 2000, entre autres, dans ces années-là. Ben, il continue, Il continue. il a pris des points, mais il n'a pas perdu la vitesse. Ah non, Juan Pablo, c'est une bête de course. Et en plus, je pense que probablement Williams regrette d'avoir embauché Alessandro Zanardi dans son écurie en échange de Montoya. Mais, écoute, je pense que ça a servi au final à Montoya d'aller en kart IndyCar. Bon, cette fameuse scission kart IRL. Mais bon, c'est trop long à expliquer. Mais bref, ça lui a servi d'aller en IndyCar. Et il est arrivé, il a terrifié Michael Schumacher dès le Grand Prix du Brésil. Mais tu vois, les pilotes qui arrivaient de l'IndyCar, ils ont tous fait peur à Schumacher. Ah oui, Jacques Villeneuve. Oui, Jacques Villeneuve. Exactement. Et tu vois, ça me fait penser un peu à quelqu'un comme, inversement à Alexander Rossi, qui lui était un pilote qui était vraiment prêt à aller en Formule 1, mais sachant que, bon, il était avec Marussia et Caterham. Marussia, ça pétait, Marussia. Ouais, Marussia, ça a pété. Évidemment, bon, l'équipe a dû s'évaporer, être rappelé maneux. Rossi a couru, 5 courses à peu près. Son meilleur résultat, c'était une 12e place au Grand Prix des États-Unis, une course folle. Mais arrive l'année d'après, entre autres pour les 500 000 d'Indianapolis, et comme recrue parvient à remporter cette course. Alors, tu te dis... Tu imagines un pilote jeune comme Rossi, il remporte la 500 000 d'Indianapolis avec tout ce qui vient avec. Mm-hmm. Est-ce que tu penses qu'il va dépasser ça dans la Formule 1 ou va rester IndyCar? Ah, écoute, il a fait le bon choix au final parce que quel pilote. Et en plus, il a remporté... Et en plus de cela, ce week-end, il a remporté le Badger 1000, une course de rallye raid aux États-Unis en plus. Alors, tu vois à quel point Rossi c'est mieux développé et en plus d'être un excellent pilote d'endurance aussi. Donc, tu vois,
Moi, je pense que au final, moi, j'aime beaucoup la Formule 1, mais j'aime beaucoup voir d'autres pilotes, des pilotes bien performer ailleurs. Évidemment, Fernando Alonso, Monsieur Elplan. Bon, la dernière fois que je dis ça, là. Mais tu vois, Mais disons, il a ouvert la porte aussi à disons, ceux qui disent, ah ben, on se concentre seulement sur la Formule 1. Mais Alonso, pour moi, est un Robbie Gordon beaucoup plus moderne, mais est meilleur que Robbie. Je m'excuse, Robbie. Mais beaucoup plus moderne que cela, en fait. non, mais Alonso, c'est quand même drôle, hein, parce que tu vois que même si lui a rapporté, je sais pas, el WEC avec Toyota, Mhm, même s'il a rapporté 24 heures de Le Mans, mhm. est-ce que tu as vu avant son visage dans son podium? Il s'est juste P3, il m'a pas fait, il m'a pas gagné. Mais il était content. Et il était content, hein, pas juste lui, parce que oui, je pense que oui, son bel podium, oh, il a mérité, il a bien fait ça. Mais quand tu vois tout le monde en Espagne parler de ça, tu dis, ok, mais même si aller ailleurs y essayer des choses, on dirait que c'est la Formule 1 qui accroche. Ouais. Por lui, parce que lui dice que avant il était parti parce que lui dice qu'il était tanné, parce qu'il toujours gagne les mêmes, il n'y a pas de compétitivité, bla bla bla. Mais finalement, il retourne, c'est la même chose. Ouais. Donc, tu vois que, par exemple, moi, je vois quelqu'un comme Fernando Alonso, si jamais ça ne lui tente plus s'il voit que, par exemple, 2022, ça ne fonctionne pas, le fameux mot là dont j'ai dit j'ai arrêté. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, ben, peut-être qu'il pourrait aller retourner en IndyCar, justement, Mais, remporter les 500 000 pour... mais le problème pour lui, c'est que lui, il veut pas faire il fait pas la session complète à IndyCar et c'est trop de prétention penser que sin être un pilote titulaire et IndyCar, tu vas juste venir et gagner ton Indy 500. Bon, Il a essayé 3 fois et il se rend compte que c'est pas si facile comme... qu'on le pense, c'est ça. Mais... Oui, c'est ça, c'est pas si facile qu'on le pense et c'est sûr que les pilotes qui sont là à temps plein, qui font des ovales tout le temps, qui s'entraînent, et c'est sûr qu'ils vont avoir des meilleurs résultats. Ouais. Au moins que ce soit, je sais pas, Montoya ou quelqu'un qui a beaucoup de roulés avec. Le Castroneves. Ah, c'est... Évidemment. Évidemment, il fallait qu'on mentionne le vainqueur de 500 000 d'Indianapolis de 2021. Mais ouais, je pense quand même que, en quelque sorte, j'ai l'impression que, bon, j'ai toujours vu, parce que je pense que les gens ont toujours vu que ce soit l'IndyCar, la Formule E, surtout la Formule E et même le championnat du monde d'endurance comme étant des séries pour des has-been de la Formule 1. Alors que ce n'est pas le cas. Et tu vois, maintenant, il y a beaucoup plus de jeunes. On parle d'IndyCar, mais aussi de Formule E, je pense. Le plateau n'a jamais été aussi relevé en Formule E. Donc, et en plus, on ajoute, Antonio Giovinazzi dans le portrait. Alors oui, je sais qu'il va rouler avec Dragon qui est parfois pas fameux, mais qui est capable de faire des éclats. Mais ça va lui donner au moins une chance. Si la monoplace de Dragon Penske est bonne, ça lui donnera au moins une chance de se faire
de montrer le talent qu'on n'a peut-être pas vu en Formule 1 parce que la Alfa Romeo est une voiture de milieu, voire même de fond de plateau, comme on le voit en ce moment cette année. Alors, et tu vois, je regarde justement, on parle de Formule 1. Je crois, on parlait de Lucas Di Grassi qui a eu une saison en Formule 1 avec la nouvelle écurie Virgin en 2010. Il est maintenant un excellent pilote de Formule 1. Sébastien Buemi, entre autres. Jean-Éric Vergne, qui est un double champion. Antonio Félix d'Acosta aussi, qui est un champion. Tu vois, et Nick DeVries aussi, qui appartenait à McLaren et qui est maintenant, qui avait été aussi un candidat, pour le deuxième volant chez Alfa Romeo. Alors, je crois que il faut arrêter de voir ces séries comme étant des séries où des has-been de la Formule 1 se retrouvent. Parce que je trouve que c'est un peu un manque de respect, non seulement pour la série, mais aussi pour les pilotes qui n'ont pas fait ce parcours pour rien. C'est-à-dire de se rendre en course automobile, même si ça n'a pas fonctionné en Formule 1. Mais de dire, je suis un lui c'est un has-been. Il a gagné parce que les autres sont nuls. C'est pas la mentalité qu'un pilote va avoir en arrivant dans une autre catégorie. De se croire plus haut que tout le monde. Non, c'est ça. Et puis, comme tu dis, il faut avoir du respect. Il faut comprendre aussi que l'IndyCar était vu comme un championnat, oui, national, parce que c'est national, c'est pas un championnat international, c'est sûr, mais qu'il y a beaucoup de prestige. Ouais. Il y a beaucoup de prestige, mais il était mal connu en Europe. Ouais. Parce que le monde, il regarde pas ça. Il regarde pas ça, il va l'indiquer comment. Tu sais, quand le monde il parle, c'est la Formule 1, à chaque fois, je faisais la blague parce que quand Palou était en train de gagner son championnat, je disais, maintenant, c'est pas juste de auto que tourne en ronde, hein? ça change la mentalité. Ben oui. Parce que c'est ça que disait tout le temps le monde quand on parle d'IndyCar, mais c'est juste des autos. Quand on disait, mais oui, mais Montoya, il y a deux Indy 500, et c'est, mais oui, c'est juste des autos qui tournent rond. Ok, on va essayer. Alonso y arrive, il essaye 3 fois, et mais là, mais c'est pas facile, les autos qui tournent en rond. Non, et écoute, l'équipe dans laquelle Callum Ilott va rouler pour l'année prochaine, Junkers Hollinger Racing, a été celle qui a éliminé Fernando Alonso des 500 000 de la participation officielle aux 500 000 d'Indianapolis, alors. Oui. Donc, tu vois à quel point c'est pas facile de rentrer dans une catégorie. Certes, il y en a qui réussissent. Ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils se sont adaptés ou bien ils ont le style de pilotage fait pour cette série. Ouais. On parle beaucoup de Formule 1, d'IndyCar. Il y a aussi le championnat du monde d'endurance aussi. Très belle série. Il y en a aussi qui se servent de cette série pour, par exemple, faire d'autres pour un peu remplir leur calendrier de champion de course aussi, mais c'est une très belle série aussi à considérer aussi. Tu vois, je pense entre autres à Thomas Laurent. Thomas Laurent, je pense, si je me trompe pas, il est quand même jeune et il avait même été pressenti pour conduire la Toyota. Avec, je pense qu'il avait participé au test de recrue. Alors, mais c'est un bon pilote d'endurance en plus. Oui, il y a l'endurance et tu sais, maintenant que tu mentionnes la catégorie, il y a quelqu'un qui il a commencé en Formule 3 britannique et finalement il a sauté à l'endurance. C'est quelqu'un de très jeune.
tu connais son nom de famille. Il a quand même gagné quelques podiums en endurance. Et lui, il est avec l'équipe de Zach Brown maintenant. Et une des équipes de Zach Brown. J'allais dire Phil Hansen. Non, c'est Manuel Maldonado. C'est lui, le cousin de Pastor Maldonado. Oui, ok. Lui, il fait une très belle carrière en endurance parce que lui, c'est ça. Je parle avec lui depuis quelques années. Il n'a jamais fermé la porte. Il n'est pas juste focusé dans la Formule 1. Il fait sa carrière, il quand même, il fait ses études à côté. Parce qu'il n'arrête pas de faire ses études. Il fait l'université, il fait la course, il fait l'université, il fait la course. Et maintenant, il se retrouve comme pilote titulaire de, comment ça s'appelle, l'équipe de Zach Brown. De United Autosport. Oui, c'est ça. Il est dans le numéro 32, je pense, de United. Oui, le 32 de United Autosport. Il a fait des courses, il a gagné des trophées quand même. C'était le recrue, mais il est déjà annoncé pour l'année prochaine à temps plein. Ouais. Ok. Et c'est ça. Il faut pas que. Oui, il y a l'espoir que les pilotes commencent à dire, je voudrais la Formule 1, c'est le rêve, mais si les gens ils veulent faire quand même une belle carrière, il ne faut pas juste penser à la Formule 1. C'est ça. Parce que sinon, tu te retrouves là juste à faire les figurants. C'est ça, parce que ça pourrait, tu pourrais trouver le temps long, en fait, en Formule 1 si tu passes la majeure partie de ta carrière à te battre pour les positions 11 à 20 ou bien, par exemple, quelques éclats de... Et pas juste ça, parce que oui, il y a que réussir, au moins quelqu'un qui se bat pour la dernière place dans la grille, il est là. Il y a avec un auto, mais des fois, il y a des pilotes qui se retrouvent juste à faire les pilotes de développement, et c'est tout. Ils ne touchent même pas la voiture. Et c'est ça qui est dommage parce que c'est ça que me disait Tatiana aussi. Je préfère faire des courses dans cette catégorie comme la Super Formula et faire les WEC aussi. Parce que si je suis à temps plein comme pilote de développement et Formula 1, il va juste aller à tous les Grands Prix, donner des interviews. Ouais. Il touche même pas la voiture. Ouais, c'est vrai. Et tu remarques, tu parlais de Tatiana Calderon, elle a participé à quelques courses d'une série aussi où il y a eu plusieurs pilotes où ils sont passés faire leur développement, entre autres la Super Formula au Japon. Ça, c'est une série qui est parfois un peu mentionné, mais il y a eu beaucoup... Il est très bon, hein? Il y a des bons, comment c'est ça? De bons pilotes. C'est un bon niveau. C'est un bon niveau, oui. Et tu vois, il y a même Naoki Yamamoto qui est non seulement qui a remporté le championnat de Super Formula, mais aussi de Super GT, qui est un peu l'équivalent de la DTM, qui a fait ses essais en 2019 en Formule 1, mais Yamamoto est un excellent pilote. Il est un excellent pilote, très technique, mais il y a eu des pilotes jeunes, comme par exemple Pierre Gasly, qui est passé par là. Giuliano Alesi aussi, qui présentement est là. Alex Palou, Alex Palou est passé par là avant d'aller avant d'aller en IndyCar. Il y a Ralf Schumacher, Pedro de la Rosa qui ont gagné les championnats anciennement appelés sur la Formula Nippon. Ralph Furman, lui... Jacques aussi a passé par là. Oui, Jacques Villeneuve aussi. Oui, Jacques Villeneuve est passé par le Japon aussi. Donc, on parle... Et tu vois, je pense même Benoît
Tréluyer qui a remporté les 24 heures du Mans, entre autres, Loïc Duval, André Lautereur, Nakajima, entre autres. Il y a plein de pilotes qui ont eu des succès énormes dans d'autres catégories de la course automobile, qui sont passés par le Japon, par la Super Formula ou la Formula Nippon aussi. Donc, le Japon, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi la Super Formula est une bonne série de développement, entre autres. Oui, je voulais dire de développement, mais c'est une bonne série tout court. Tout court. Oui, ça a l'air que c'est plus exigeant que la Formule 3. On pouvait la comparer un peu plus à la F2. Ouais. À la F2, cette année, c'est sûr que cette année, avec le Covid, toutes les restrictions, et les pilotes internationaux ont resté dehors parce que regarde, ça demandait beaucoup de temps. Oui. Pour faire la quarantaine et tout ça. Tatiana Yakame a réussi à faire quelques courses, mais pas au complet parce que c'est ça, à chaque fois qu'il partait en Japon, il fallait faire y avoir les permis, faire la quarantaine, et les tests, c'est pas juste les tests, sinon il restait coincé pendant 15 jours avant les courses, qu'il fallait qu'il y ait tout le temps pour faire ça. Et cette année, c'était la seule pilote internationale que c'était cette année. Ouais. À cause de qu'il était trop difficile pour les autres, parce qu'il y allait là, ça veut dire, il y a des pilotes qui font la Super Formula japonaise, mais en même temps, ils font d'autres catégories aussi. Ouais. Oui, effectivement. Donc, cette année, c'est vrai, cette année, ça a été très difficile pour les pilotes internationaux d'aller au Japon avec justement ce que tu dis, les tests de COVID, obtenir le visa, entre autres. Mais en général, c'est une série qui offre je sais qu'il y en a qui ont Gran Turismo Sport sur PS4 parce que c'est la voiture elle est disponible dans le jeu, mais dans la vraie vie, les courses sont quand même intéressantes et aussi exigeantes que des Formule 2, voire même un petit peu moins peut-être. Un petit peu plus, hein, parce que c'est quand même, il y a de l'action. Oui, exactement. Donc, non, vraiment, c'est une série qui est intéressante. J'ai regardé quelques courses, évidemment, en direct, parce que, c'est tard le soir ici au Québec. Mais c'est une série qui est quand même intéressante à regarder. Si jamais vous avez la chance de voir des vidéos complètes de courses sur YouTube, je pense que ça doit être disponible de toute façon. Mais allez voir ça. C'est libre sur l'application pour nous, la Super Formula japonaise. En plus, donc, c'est pas beaucoup de commentaires. Ouais, non, écoutez les commentaires japonais aussi, ça donne un peu plus de piment, évidemment. On comprend pas ce qui se dit, mais ça donne un peu d'action. Mais oui, en général, je trouve que au final, en conclusion de ce qu'on a dit, je pense que la Formule 1, certes, ça va rester l'objectif numéro 1 de n'importe quel futur pilote, mais il faut, comme mes parents me disent, il faut savoir ouvrir d'autres horizons, parce que c'est pas vrai que le chemin vers la Formule 1 sera entièrement tracé. Il va y avoir des embûches, à savoir des problèmes financiers, évidemment, manque de volants, manque de sponsors, etc. Parfois même un manque de motivation. Mais il faut savoir aussi regarder quels sont les autres débouchés si le plan A ne fonctionne pas. Donc, c'est ça. Moi, je pense qu'en général, je crois que la Formule 1, oui, c'est bien, mais il existe d'autres opportunités et ça ne fait pas d'un pilote un échec pour autant. On va juste dire, celui-là aurait peut-être dû aller en Formule 1, mais il va quand même... Mais c'est ça aussi l'erreur des fois. On parle beaucoup toujours de dire... nous aussi, des fois,
On fait l'erreur et on dit tout le temps, ah, mais lui a mérité ça, mais on doit juste être plus, comme ça. Ouais, plus Et prévoyant. c'est ceux qui sont là, c'est les 20 qui sont été chanceux, en plus qui ont les bagages aussi, parce que personne arrive là-bas sans aide de personne, même Hamilton, il était parrainé Par McLaren. pour Ron Dennis, pour McLaren, et c'est ça, même tous les pilotes, ils arrivent là, c'est pas juste le talent. Parce que des fois on dit oui, il faut promouvoir la Formule 1 parce qu'il y a des mondes que c'est difficile, mais quand tu as besoin qu'une enfant de 5 ans il fasse le karting déjà, il faut voir quelque chose. Oui, il faut avoir des contacts. Mais c'est ça, on doit être réaliste aussi. On doit être réaliste, regarde. Si moi je sais que je ne peux pas payer ça, mais pourquoi je vais mettre dans la tête de ma fille qu'il doit être pilote de Formule 1? Mm-hmm. Tu peux être ingénieur, oui, mais c'est plus accessible. Ouais, non, c'est ça. C'est d'autres, ce sont d'autres alternatives aussi, si jamais le plan ne fonctionne pas. Exactement. Ouais, c'est que c'est ça. Il y a plein de courses, plein de catégories. Même aux États-Unis, il y a des courses tous les fins de semaine. Ouais. Il y a des courses que je connais des fois même pas. Ben, tu vois, et juste avant de terminer, et en terminant là-dessus, par exemple, des pilotes j'ai regardé des documentaires. Ceux qui, dans le passé, ceux qui arrivaient en IRL, bon, avant que ça ne revienne en IndyCar comme on le connaît aujourd'hui, mais la plupart des pilotes qui ont eu du succès en IRL, surtout aux 500 000 d'Indianapolis, c'était ceux qui étaient bons dans les courses dirt, dans les voitures midget, là, sur les courses sur terre battue. Et parce que le style de pilotage, c'est, je dirais pas le même, mais ça se rapproche de ce qu'on pourrait retrouver aux 500 000 d'Indianapolis. Et par exemple, un pilote comme Kyle Larson, qui justement a remporté la Cup Series lorsqu'il a été suspendu l'année dernière pour la saison complète, faisait des courses de sur terre battue aussi. Donc, ça lui a sûrement aidé à remporter le championnat, à se préparer pour justement, sachant qu'il était déjà doué. Et d'ailleurs, Larson dit qu'il est ouvert à faire des tests après le Grand Prix d'Abu Dhabi au mois de décembre. Donc, c'est là-dessus qu'on va se terminer avec cette petite affirmation de Mr. Kyle Larson. Alors, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP, assez court quand même. On sera de retour la semaine prochaine et je dois dire tout de suite, c'est le dernier épisode de la saison, malheureusement, parce qu'évidemment, on va préparer en même temps, vers la fin de l'année, la revue de l'année de cette saison folle de Formule 1. Alors, nous sommes disponibles évidemment sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, le bulletin GP en un seul mot. Évidemment, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Twitter et je viens de le dire. Évidemment, on a notre site bulletingp.com où vous pouvez lire les avant-courses, chroniques, les quelques chroniques et retrouver les anciens épisodes de podcast qui sont aussi disponibles sur toutes vos plateformes de podcast préférées, soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et autres. Et évidemment, on a le groupe Facebook F1 Québec qui est disponible sur Facebook. Donc, là, vous pouvez nous rejoindre, parler de Formule 1, Formule 2, Formule 3 aussi, c'est accepté. Et aussi, si vous nous écoutez jeudi matin, je serai de retour à la description des courses de la Ligue F1 Québec sur Twitch. Donc, le lien sera disponible sur le site du Bulletin GP pour que vous puissiez regarder les courses qui sera disponible jeudi à 20h en direct. Anna Maria, un énorme merci d'avoir été là. Merci à toi. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Bulletin GP, le dernier de la saison, malheureusement.
Eh oui, ça passe vite. Mais on aura peut-être des sujets intéressants à discuter sur l'univers de la Formule 1 ou bien même de la course automobile, si jamais il y en a. Alors, merci d'avoir été là. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve une prochaine fois. Salut tout le monde!